Bienvenue dans les bureaux de Protel et au premier épisode de notre conseil juridique par vidéo. Je suis en compagnie de Stéphane Cohn-Bichler, avocat et tireur. Merci beaucoup de nous consacrer un peu de temps. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Dans cette vidéo, nous allons aborder les conditions de base pour l'acquisition d'une arme et les éventuels motifs d'exclusion. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir acquérir une arme? Commençons tout de suite par la définition de l'acquisition. Qu'est-ce que cela signifie exactement? On entend par acquisition l'achat, l'échange et la donation d'une arme, mais également l'acquisition dans le cadre d'une succession et même un simple prêt. Donc chaque fois que l'arme est transférée par son propriétaire à quelqu'un d'autre. La relation entre l'aliénateur et l'acquéreur joue-t-elle un rôle? Par exemple, l'épouse peut-elle se rendre sur un stand de tir avec l'arme de son mari? Seulement si le mari l'accompagne, sinon cela s'apparente à un prêt de l'arme qui nécessite, selon la catégorie de l'arme concernée, une autorisation. Il n'y a donc pas de privilège pour les membres d'une famille prévu par la loi. Quelles sont les conditions requises dans tous les cas pour l'acquisition d'une arme? Il y en a 4 conditions en tout à remplir. La première, il faut avoir au moins 18 ans. La deuxième, il ne faut pas se trouver sous curatelle de portée générale ni être représenté par un mandataire dans le cadre d'un mandat pour cause d'inaptitude. La troisième, il ne faut pas qu'il y ait lieu de craindre que la personne puisse utiliser l'arme pour nuire à elle-même ou à autrui. Et enfin, quatrième condition, il ne faut pas avoir un casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. Les deux premiers points sont clairs. La présomption de mise en danger de soi-même ou d'autrui est sans doute la plus difficile à démontrer. Effectivement, et le tribunal fédéral a aussi dit que les autorités avaient une grande marge d'appréciation à cet égard. Il faut cependant qu'il y ait un soupçon concret et objectivement justifiable. Dans la pratique, des personnes qui ont par exemple un problème de dépendance, de toxicomanie, ne vont pas recevoir de permis d'acquisition d'armes. De même, une personne qui a proféré des menaces ou qui a des tendances suicidaires qui sont connues des autorités ne va pas se voir délivrer un permis. La marge d'appréciation pour la police est donc grande. Quelques mots de travers et on ne pourra donc plus jamais posséder une arme. Des soupçons fondés tels que des tendances suicidaires peuvent être levés par une expertise médicale, pour autant bien sûr que le résultat soit favorable. S'il s'agit d'un problème de dépendance, on peut apporter des tests qui montrent que ce n'est plus d'actualité. On en arrive à l'inscription R dans Armada. Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet? Oui, le registre Armada est tenu pour l'armée. Il contient les personnes auxquelles l'armée n'a pas voulu délivrer d'armes lors du service militaire ou a retiré l'arme lors du service militaire. Ces inscriptions sont effectuées à l'occasion du recrutement, mais également lors du service militaire ultérieurement. Souvent, les personnes qui sont inscrites dans ce registre ne sont même pas conscientes des conséquences que cette inscription peut avoir au niveau civil. En effet, la police va refuser un permis d'acquisition à des personnes inscrites dans ce registre. Et c'est problématique parce que les délais de prescription pour ce registre sont très longs. Il existe des psychiatres et des psychologues spécialisés dans ces expertises afin de faire radier de telles inscriptions. Protel possède des listes avec des experts neutres. Toutefois, ces expertises sont très chères et il faut les payer de sa poche. Qu'en est-il du dernier point, des conditions d'acquisition mentionnées au début des antécédents judiciaires? Alors dans ce point-là, il y a en réalité 2 critères. Le premier concerne des inscriptions pour des actes dénotant un caractère violent ou dangereux, donc il est supposé que la personne constitue un danger pour la collectivité. Là, il n'est pas nécessaire qu'une condamnation pénale ait été prononcée. Il y a donc aussi ici une marge d'interprétation. Oui, car comme je viens de le dire, il n'y a pas nécessairement eu de jugement pénal qui constate que l'acte a vraiment été commis. Cependant, comme pour le troisième critère, là aussi, il faut des soupçons fondés. Si par exemple une personne est connue par la police pour avoir proféré des menaces ou bien pour défendre des idéologies violentes, elle pourra se voir refuser son permis d'acquisition sur cette base. De même, s'il y a lieu de penser que l'arme sera en réalité revendue à quelqu'un d'autre à des fins illégales, le permis pourra être refusé. Ce point a donc un caractère préventif. Le législateur veut éviter que des personnes potentiellement dangereuses ne se procurent des armes.
La deuxième phrase évoquée, qui concerne les antécédents judiciaires, se rapporte en revanche aux infractions effectivement commises. Combien peut-on se permettre sans courir le risque de ne plus pouvoir acquérir d'armes ? Pour ce deuxième sous-critère, la loi parle de commission répétée de crimes ou de délits. Il faut donc avoir nécessairement 2 infractions ou plus. Cela ne veut pas nécessairement dire 2 jugements, c'est aussi possible qu'il y ait un seul jugement qui punit plusieurs actes commis dans l'espace de quelques semaines ou de quelques mois. Un seul délit ou crime peut suffire s'il dénote un caractère violent, là on retombe sur le premier sous-critère, mais en tout cas, à partir de 2 condamnations pour de crimes et de délits, ce critère est rempli et on n'aura pas son permis d'acquisition. Donc aussi lorsque ces inscriptions sont dues par exemple à des excès de vitesse très importants ou à des vols à l'étalage. Oui, la loi est très claire à ce sujet. Si le critère de 2 condamnations est rempli, il s'agit d'un motif de refus, même si ces infractions n'ont aucun lien avec les armes. Et ce qui est particulièrement embêtant pour la personne concernée, c'est qu'à partir de ces 2 condamnations, la police peut également confisquer les armes déjà en possession. Que conseillez-vous aux personnes qui ont été flashées à 120 km/h sur une route cantonale et qui ont une inscription au casier judiciaire ? Alors, ces personnes-là ont intérêt à être très prudentes les prochaines années tant que cette inscription au casier judiciaire existe. Sinon, elles auront des problèmes à obtenir des permis d'acquisition et comme je viens de le dire aussi, elles risquent de se voir confisquer leurs armes en cas d'une deuxième condamnation.